Tu en as marre de l'endroit où tu vis? Tu en as assez de ne pas avoir une chambre avec vue sur les douves ou un jardin assez grand pour une parade d'éléphants? Il est peut-être temps de changer d'air. Alors, voici quelques options qui pourraient t'intéresser dans ta quête de salubrité. Tout d'abord, as-tu déjà envisagé de louer le palais de Buckingham? Situé en plein cœur de Londres, ce vaste palais est l'un des sites touristiques les plus visités du Royaume-Uni, surtout pour les personnes qui désirent avoir un aperçu du traitement royal. Au début du XVIIIe siècle, le duc de Buckingham a demandé à un architecte du nom de William Wynd de bâtir Buckingham House. Et oui, une maison et non un château. Ce n'était là que les prémices de ce à quoi ressemble le Grand Palais d'aujourd'hui. En 1761, le roi George III a racheté Buckingham House pour son épouse, la reine Charlotte. Mais c'est leur fils, le roi George IV, qui a amorcé la transformation de Buckingham Palace vers sa démesure actuelle. En fait, il est peut-être même allé un peu trop loin. Le roi George IV avait clairement le goût de la décoration. Il a sollicité John Nash, un architecte néoclassique, pour élever le bâtiment et son parc au rang de monument étincelant d'opulence. Le Parlement avait alors accepté de couvrir 150 000 livres sterling de ses dépenses. Mais en bout de compte, les coûts de rénovation ont fini par s'accumuler pour atteindre près d'un demi-million, soit presque 1 milliard d'euros en monnaie d'aujourd'hui. Avec ses 775 pièces, le palais a beaucoup à offrir, y compris des caractéristiques uniques que tu ne trouverais sûrement pas dans le parc immobilier habituel. Par exemple, une rivière qui coule en dessous. À l'époque, la rivière Tyburn était constamment remplie de saumon, le rêve de tout pêcheur. Aujourd'hui, elle passe dans un canal souterrain et s'écoule sous Buckingham Palace en traversant Londres. Certaines organisations de passionnés de pêche se sont mobilisées pour ramener la rivière à la surface. Mais cela impliquerait de démolir plusieurs bâtiments en chemin, y compris le palais de Buckingham lui-même. Ils devront peut-être donc se contenter d'autres endroits pour taquiner le goujon. Le jardin de 16 hectares de Buckingham Palace a de nombreux usages. C'est le jardin londonien particulier du roi, et il joue également un rôle clé dans de nombreux galas royaux tout au long de l'année. Les plus célèbres de ces sauteries étaient les garden parties de la reine, qui pouvaient chacune accueillir jusqu'à 24 000 invités dans l'enceinte du jardin. Sa taille est si vaste qu'il pourrait contenir 29 terrains de football dans ses murs, avec encore un peu de place pour accueillir le thé de l'après-midi. On y trouve même un lac. Des chameaux, des crocodiles, des éléphants et bien d'autres curiosités du monde animal ont élu domicile sur les terres du château. Sous le règne du roi Henri VIII, les cerfs gambadaient à l'état sauvage dans le parc. Puis, des années plus tard, le roi Jacques y a introduit un zoo entier, auquel ses successeurs ont très volontiers contribué. La reine Charlotte a ainsi reçu un zèbre et 8 éléphants, et la reine Victoria s'y est amusée à monter Jumbo, le célèbre éléphant de cirque du maître de piste P.T. Barnum. Alors, combien cela coûterait-il de louer Buckingham Palace pour un mois ? Eh bien, nous parlons d'un montant raisonnable d'environ 17,5 millions d'euros. Cela signifie qu'il rapporterait environ 230 millions par an en loyer. Mettons ce chiffre en perspective. Pour 17,5 millions d'euros, tu pourrais acheter la montre la plus chère du monde, incrustée de 1200 diamants. Ça fait donc une babiole à 3,5 millions d'euros pour toi et 3 de tes amis. Et il te resterait encore 3 millions d'euros pour aller chercher le pain. Si Buckingham Palace n'est pas à ton goût, peut-être qu'une autre résidence royale, le château Windsor, pourrait mieux te convenir. Le château s'étend sur plus de 54 000 mètres carrés et renferme près de 1000 ans d'histoire royale, remontant jusqu'aux Normands. Le château de Windsor serait le plus grand et le plus ancien château encore occupé du monde. Construit à l'origine par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, il a servi de demeure à 39 monarques depuis. Aujourd'hui, le roi Charles passe la plupart de ses week-ends loin de ses fonctions au château. Parmi ses points forts, il y a la pièce des Douves. On y trouve aujourd'hui une maquette de l'ancien château. Dans les appartements royaux, on peut voir des peintures créées par de nombreux artistes célèbres au mur. Et bien sûr, on trouve une impressionnante collection d'armes et d'armures dans le grand vestibule. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vestibule rien que pour mon armure. Alors, combien coûterait la location de cette merveille ? Le loyer mensuel te coûterait autant que d'acheter 40 maisons britanniques moyennes sans hypothèque, soit 13,6 millions d'euros. Pour le même montant, tu pourrais aussi acheter une île privée à 30 minutes des côtes de Manhattan. Alors, choisis judicieusement. Si ni l'un ni l'autre n'entre dans ton budget, que penserais-tu de Kensington Palace ? C'est la résidence actuelle du prince William et de Kate Middleton, dans le centre de Londres, tout près de Hyde Park.
Il est pourvu de plusieurs ailes et garni d'appartements royaux où de nombreux membres de la famille royale ont élu domicile, dont la princesse Diana. L'appartement de Kate et William est loin de ce que tu imagines quand tu penses à un appartement ordinaire. C'est plus comme un manoir à l'intérieur d'un plus grand manoir. Une partie de celui-ci comprend même une tour ornée d'une horloge. En 1689, le roi Guillaume III et la reine Marie ont acquis ce manoir dans un village du nom de Kensington pour près de 20 000 livres, soit environ 5,3 millions d'euros d'aujourd'hui. À l'époque, on l'appelait Kensington House. Depuis, des générations d'aristocrates se sont succédés dans le palais. La reine Anne a œuvré à l'expansion de ses jardins et a également fait ériger l'orangerie, qui n'était qu'une serre au départ. Maintenant, elle fait office de restaurant ouvert au public. Quoique ne disposant que de 20 chambres, elle se rattrape avec ses 12 hectares de terrain. À l'intérieur, on trouve 2 halls d'accueil et de nombreux bureaux où les membres de la famille royale peuvent travailler. On y compte aussi 3 cuisines. Tu pourrais donc céder à 3 collations de minuit différentes et ne jamais visiter 2 fois le même frigo. De plus, les appartements royaux à l'intérieur possèdent leur propre salle de sport privative, ainsi qu'un ascenseur, ce qui est toujours utile puisqu'il s'étend sur 4 étages. Louer le palais de Kensington te coûterait environ 2 millions d'euros par mois. Avec 2 millions, tu pourrais t'offrir une Lamborghini haut de gamme qui a une puissance de 770 chevaux et peut atteindre les 100 km/h en seulement 3 secondes. Il te resterait cependant de la monnaie, car la Lamborghini ne coûte que 1,9 million. Tu pourrais donc aussi jeter quelques ondas dans ton panier tant que tu y es. Sandringham House était la très appréciée résidence secondaire de campagne de la reine Elisabeth II. Sandringham est un immense domaine que la famille royale utilise pour de nombreuses occasions, puisqu'il dispose de commodités allant de fermes fruitières à un musée complet. C'est surtout l'endroit où la monarchie anglaise aime passer ses vacances d'hiver. Il se trouve à Norfolk, en Angleterre, à environ 160 km au nord de Londres, et est construit sur 8000 hectares de terrain. Pour mettre cela en perspective, 1 hectare correspond à la surface de terre qui aurait pu être labourée en une journée par 2 ou 3 bœufs au Moyen-Âge. Donc, pour labourer la terre du domaine de Sandringham en un jour, il aurait fallu près de 20 000 personnes conduisant 20 000 bœufs. En 1862, la famille royale britannique a acquis ce domaine comme villégiature pour le prince de Galles, futur Édouard VII, et sa fiancée Alexandra de Danemark. Après cela, le domaine a été transmis à la reine Elisabeth II. Plus de 200 personnes y travaillent, dont des agriculteurs, des jardiniers et des ouvriers de la scierie et de l'usine de pressage de pommes. Combien coûterait un loyer mensuel dans cette immense demeure ? Environ le même prix que 53% arabes, soit 8,5 millions d'euros. Le château de Versailles, en France, était à l'origine un lieu de villégiature privée pour Louis XIII et sa famille. Sous la supervision de Louis XIV, la résidence royale a été agrandie et transformée pour devenir un palais tentaculaire, entouré de jardins majestueux. Chaque détail a été conçu à la gloire du roi Soleil et souligne son extravagance. André Le Nôtre y a créé des jardins à la française, agrémentés de bassins qui donnaient l'illusion d'une eau magiquement immobile, exprimant ainsi le pouvoir du roi sur la nature elle-même. Ce fut aussi un temps la résidence privée de Marie-Antoinette. De toutes ces pièces, la plus impressionnante est la Galerie des Glaces. C'est une longue galerie bordée de 17 grands miroirs, faisant face à 17 fenêtres pour refléter les jardins de l'extérieur. D'opulents lustres scintillent sur un plafond orné de fresques baroques et les murs sont construits en marbre blanc. Combien cela coûte-t-il de vivre comme Louis XIV pendant un mois ? Eh bien, certains espaces sont alloués pour le public. Le prix démarre à 2 600 €. Et avec 2300 pièces au total, cela porterait la valeur locative de tout l'endroit à 179 millions d'euros par mois. Cela reviendrait à acheter 55 pianos à queue, sculptés dans du cristal pur, lesquels coûtent 3,2 millions chacun. Ok, mais savais-tu qu'il existe des châteaux que tu peux réellement louer ? Par exemple, il existe un château appelé Pitt's Castle en Irlande, qui a été construit il y a plus de 600 ans. Même s'il a conservé sa structure originale du XVe siècle, il a été rénové ces dernières années pour en faire une destination de rêve. Mais n'oublie pas qu'il s'agit d'un château ancien. Ce n'est donc pas vraiment le Ritz. Les escaliers sont étroits et aucune des chambres n'a été conçue pour accueillir l'eau courante. Cela signifie que si tu as besoin d'aller au cabinet à 3 h du matin, il faudra y aller à pied et dans le froid. L'hôtel coûte 145 € la nuit et il est ouvert à tous ceux qui cherchent à s'offrir des vacances royalement extravagantes. Si ça excède ta fourchette de prix, tu es tout excusé. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer 53% tous les mois.
Aussi fatigué que tu sois, tu ne peux pas aller te coucher au palais de Buckingham si la reine est encore éveillée. Les membres de la famille royale ne peuvent s'assoupir qu'après que la reine se soit elle-même endormie. Tu ne peux pas prendre de selfie avec les membres de la famille royale. Les raisons exactes de cette interdiction sont inconnues. Ils peuvent entamer une petite conversation avec toi. Ils ne signent pas d'autographe afin que personne ne puisse imiter leur signature royale. Certaines superstars suivent leur exemple. De nombreuses personnes vendent des articles portant la signature d'une célébrité à des prix élevés. Lorsque la reine se lève de table après un repas, tout le monde doit se lever. Cette règle s'applique aussi aux membres de la famille royale. Ils se lèvent également lorsque la reine entre dans une pièce ou la quitte. Les membres de la famille royale britannique sont tenus d'avoir une couleur de cheveux naturelle. Ils ne peuvent pas choisir des coupes de cheveux extravagantes qui pourraient changer leur apparence. Leurs ongles doivent être toujours parfaits. La seule couleur de vernis à ongles autorisée est le rose pâle. Le maquillage de leur visage doit être simple. Il est interdit de se maquiller en public. Tous les descendants de la famille royale doivent obtenir l'approbation du ou de la monarque en exercice avant de faire une demande en mariage. On trouve cette règle dans le décret sur les mariages royaux et elle est en vigueur depuis 1772. Les membres de la famille royale n'ont pas le droit de manger des crustacés. Les plats qui en contiennent provoquent souvent des intoxications alimentaires. Actuellement, il n'existe pas de règles strictes pour saluer la reine, mais certains membres de la famille royale choisissent la salutation traditionnelle. Les hommes penchent légèrement la tête et les femmes font une révérence. Une telle formalité correspond aux règles de bienséance. D'autres personnes peuvent saluer la reine avec une poignée de main ordinaire, mais seulement si elle tend la main d'abord. Les membres de la famille royale ne doivent pas accepter de cadeaux de personnes qu'ils ne connaissent pas personnellement, afin de ne pas se retrouver dans une situation d'obligation envers le donateur. Ils peuvent recevoir des fleurs et de la nourriture en quantité raisonnable, des exemplaires de livres non controversés offerts par leurs auteurs et d'autres articles de faible valeur monétaire. Selon les traditions du mariage royal, les jeunes mariés doivent avoir au moins un brin de myrte sur elles pendant la cérémonie. Le myrte symbolise l'espoir et l'amour, et toutes les jeunes mariées de la famille royale doivent en avoir dans le bouquet qu'elles portent. Les membres de la famille royale doivent eux aussi passer par le contrôle des passeports aux frontières. Bien sûr, ils ne font pas la queue comme les autres passagers, mais ils doivent quand même obtenir le tampon habituel sur leur passeport. Tout le monde le fait, sauf la reine. Elle n'a pas besoin de passeport, car tous les passeports du royaume sont émis au nom de Sa Majesté. Lorsqu'elle traverse une frontière, on demande seulement à la reine son nom complet, son adresse, sa nationalité et son lieu de naissance. La reine n'a pas non plus de permis de conduire. Elle est la seule personne au Royaume-Uni qui peut conduire une voiture sans plaque d'immatriculation. Il est interdit à 2 héritiers de prendre le même avion ou le même train. Cette mesure est nécessaire pour protéger la famille royale. Les voyages en famille sont également interdits. Mais la reine Elisabeth fait parfois des exceptions et les autorise. Lors de divers événements, la reine serre la main de nombreuses personnes. Pour éviter d'attraper une maladie, elle doit toujours porter des gants. Il y a une règle pour tenir correctement une tasse de thé. Le pouce et l'index doivent tenir la partie supérieure de l'anse. Le majeur doit tenir la partie inférieure. L'anse de la tasse doit toujours être orientée à 3 heures. Les dames de la famille royale doivent essayer de poser leurs lèvres toujours au même endroit pour éviter qu'il y ait plusieurs marques de rouge à lèvres sur le bord de la tasse. Les membres de la famille royale britannique doivent maîtriser l'art de la bonne poignée de main. La bonne façon de le faire est de maintenir le contact visuel et de secouer la main 2 fois. Cela permet de limiter le contact et montre que les membres de la famille royale traitent tout le monde avec le même respect. Tous les dîners royaux sont soumis à des centaines de règles et de protocoles. La disposition des invités, celle des couverts, les plats de service appropriés, le respect de l'étiquette pendant le repas et bien d'autres choses encore. Par exemple, selon l'étiquette, la reine parlera à la personne placée à sa droite pendant le premier plat. Lorsque le deuxième plat est servi, la reine dialoguera avec l'invité placé à sa gauche. Les membres de la famille royale doivent connaître et respecter les coutumes, les traditions et les règles de bienséance des pays qu'ils visitent. Ils sont aussi toujours accompagnés d'un traducteur professionnel qui les assiste dans les situations incertaines. Lors de tout événement au palais de Buckingham et ailleurs, les dames doivent retirer leur chapeau après 18 heures et porter des diadèmes. Cette règle ne s'applique qu'aux femmes mariées. Ce n'est pas une règle stricte, mais on conseille aux dames de la famille royale de monter et de descendre les escaliers en gardant le menton droit et parallèle au sol. Lorsqu'elles descendent des escaliers, leurs mains doivent toujours être placées le long de leur corps.
L'une des principales règles à respecter lors des voyages royaux est de porter des vêtements appropriés. Il est interdit à la famille royale de voyager dans des tenues trop ordinaires. Baskets, sweats et capuches ou jeans. Ils doivent toujours être parfaits. C'est pourquoi ils portent des costumes et des tailleurs toujours élégants. Les membres de la famille royale doivent également ajouter des éléments de la culture locale à leur tenue. Par exemple, une broche en forme de feuille d'érable lors d'un voyage au Canada. La reine doit porter des tenues aux couleurs vives lors de ses voyages afin qu'on puisse la voir de loin dans une foule. Ils ont des assistants spécialisés pour tout ce qui concerne les vêtements. Ils se rendent dans les pays visités des semaines, voire des mois avant la famille royale. Ils décident des tenues à acheter pour les membres de la famille afin qu'ils puissent être bien intégrés aux couleurs et aux paysages. Ils s'assurent que les motifs et les couleurs des vêtements ne signifient pas quelque chose d'offensant pour les habitants. L'assistant se renseigne à l'avance pour savoir dans quels endroits la reine devra enlever ses chaussures ou se servir d'un mouchoir. Sa garde-robe de voyage est planifiée dans ses moindres détails. Il doit toujours y avoir quelque chose de noir dans les garde-robes lors des voyages royaux. Si l'un des membres décède soudainement, tout le monde doit avoir une tenue appropriée pour marquer son deuil. Quand ils voyagent dans différentes villes et différents pays, les membres de la famille royale ne peuvent pas passer leur temps comme ils le souhaitent. Leur visite consiste le plus souvent en des réunions et des dîners officiels avec des hauts fonctionnaires du gouvernement. Il reste environ 1 heure de plus pour se promener et explorer les attractions locales. Chaque étape du voyage royal est planifiée minute par minute, du début à la fin d'un déjeuner par exemple, ou au moment où ils montent en voiture et ainsi de suite. Ils se reposent en général lors de leur déplacement d'un endroit à un autre. Les membres de la famille royale doivent voyager dans toute la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Autrefois, c'était ainsi qu'ils se tenaient au courant de la vie des gens ordinaires. Et les gens avaient besoin de savoir à quoi ressemblait leur souverain. Depuis l'apparition de la télévision et d'Internet, les voyages de la famille sont plus symboliques. Leurs visites sont faites pour montrer que le peuple est protégé. Les voyages dans d'autres pays sont souvent associés à une œuvre de charité. Les membres de la famille royale s'expriment dans des conférences traitant de problèmes mondiaux actuels. Ils établissent et entretiennent également les relations diplomatiques. Les personnes qui organisent ces voyages ont aussi d'immenses responsabilités. Par exemple, un assistant choisi se rendra dans tous les pays que Sa Majesté prévoit de visiter environ 6 mois avant le début du voyage de la reine. Dans ces pays, il étudiera le mode de vie local, la culture, le comportement des gens, les problèmes actuels, la situation politique et il identifiera les endroits dangereux. Les membres de la famille royale doivent posséder quelques connaissances de base sur la vie du pays qu'ils visitent. Des assistants talentueux les aident dans cette tâche. Tout un groupe de personnes, parmi lesquelles le responsable de la maison et de la nourriture, arrive à l'avance dans les pays que les membres de la famille royale prévoient de visiter. Ils créent un menu individuel pour chacun des héritiers. Ils s'assurent aussi auprès des cuisiniers étrangers que les plats ne contiendront ni ail ni épices en trop grande quantité afin d'éviter que les convives aient mauvaise haleine. Et à ce sujet, la reine n'aime pas l'ail. Il n'y en a jamais dans les mets des dîners auxquels elle assiste. L'un des anciens cuisiniers royaux a révélé certaines habitudes alimentaires de la reine. Par exemple, elle adore le chocolat, mais aussi les steaks. Si Sa Majesté a préféré garder le secret, c'est par crainte que les cuisiniers ne lui servent plus que ces aliments qu'elle affectionne particulièrement. Les assistants indiquent également au personnel des hôtels où la famille royale est reçue quelle est la boisson préférée de chacun de ses membres. Des médecins spécialement désignés visitent aussi tous les pays à l'avance. Ils vérifient tous les hôpitaux des villes dans lesquelles Sa Majesté et les autres membres de la famille royale se rendront. Le médecin se renseigne sur la qualité du système médical du pays. Il doit savoir où il peut y avoir une pénurie de certains médicaments et les apporter avec lui. Une trousse de premiers secours est préparée pour chacun des membres de la famille en toute occasion.